Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier Pierre pour son invitation, parce que c'est un plaisir et un honneur d'être là aujourd'hui avec vous. Alors je vais être bref sur mon discours. En fait, l'école des arts et métiers, elle est descendante d'une école créée en 1780, donc par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, pour les pupilles du régiment qu'il commandait. L'école des arts et métiers a traversé les siècles et les régimes, puisqu'elle était nationale. Le 25 Messidor en 7, elle devient impériale, royale, à nouveau impériale, puis nationale avec la Troisième République, et enfin École nationale supérieure d'arts et métiers en 1963. Le besoin en ingénieurs nécessite au 19e et au 20e siècle la création de nouvelles écoles. Elles sont désormais 8, installées dans différentes villes. Châlons-en-Champagne, Angers, Aix-en-Provence, Cluny, Lille, Paris, Bordeaux et Metz. Les promotions comptent plus d'un millier d'élèves ingénieurs et comptent des jeunes filles depuis 1963. Alors, pourquoi sommes-nous là? En fait, la Première Guerre mondiale est particulièrement meurtrière pour nos écoles. Plus de 1000 élèves ou anciens élèves sont morts pour la France entre 1914 et 1918. Certaines promotions sont décimées, comme Châlons 1912, qui compte 23 tués sur un effectif de 61 élèves. C'est pour cette raison que, par décret du 22 octobre 1924, le drapeau de nos écoles est décoré de la Croix de guerre 14-18, le 28 mai 1927, par le maréchal Joffre, en présence du président de la République Gaston Doumergue, puis, par décret du 5 décembre 1934, de la croix de la Légion d'honneur remise aux écoles par le président Albert Lebrun. 350 Gazards sont également morts pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale, tués au combat, fusillés ou déportés. Les écoles nationales d'arts et métiers sont citées à l'ordre de l'armée et par décret du 24 juin 1955, leur drapeau est décoré de la croix de guerre 39-45 en 1956 par le président René Coty. Le devoir de mémoire que nous devons à tous ces anciens est concrétisé par des cérémonies qui ont lieu chaque 11 novembre dans le hall d'honneur de nos écoles, devant les plaques mémorielles sur lesquelles sont gravés les noms de ces glorieux anciens. Par ailleurs, l'école et la Société des anciens élèves ravivent chaque mois de novembre la flamme sous l'arc de triomphe, flamme de la nation, avec une participation d'une quarantaine d'élèves en uniforme, voire en 2021 la présence de plus de 80 élèves. Ce devoir de mémoire en 2022 n'est pas un souvenir d'une tradition figée. Au contraire, il dégage une émotion ressentie par les jeunes participants à ces cérémonies, émotion vive qui les conduira dans leur vie future à revenir sur le sens de ces commémorations. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je vous prie d'abord d'accepter les excuses de Madame Boubnichek, la directrice qui, comme tous les directeurs de grandes écoles en ce moment, est en proie aux affres du concours d'entrée et des examens de fin d'année. Bien, donc vous devrez vous contenter de ma modeste personne au pied levé. Alors, je représente l'école des Chartes, qui est peut-être une des plus petites des grandes écoles, petite par sa taille. Aujourd'hui encore, les promotions, chaque année, ne comptent qu'une vingtaine de titulaires. Qu'est-ce que l'école des Chartes? Eh bien, c'est une école très peu connue et une anecdote souvent citée le montre. Quand, en février 1848, après la chute de Louis-Philippe et l'instauration de la Seconde République, l'école des Chartes envoie une délégation pour féliciter le gouvernement provisoire. Et le ministre qui le reçoit leur dit « Ah, vous êtes devenu à pied ». Parce que l'école des Chartes n'est pas l'école de Chartres. C'est l'école qui s'occupe des chartes, qui est le nom générique que l'on donne à l'ensemble des documents que nous a laissé le Moyen-Âge. Ce qui fait que l'école oriente son enseignement sur l'étude du latin médiéval, de l'ancien français, du provençal, non un peu obsolète, et aussi de la diplomatique, qui est l'étude
des formes de ces diplômes, du droit, etc. Bref, une école qui a pour vocation de remplacer les anciennes congrégations religieuses, notamment celle de Saint-Maur, qui était établie à Saint-Germain-les-Prés, et que la Révolution française avait dispersée. Il n'y avait donc plus en France d'enseignement où l'on apprenait aux futurs historiens à lire les documents du Moyen-Âge. Alors, l'école des Chartes a été touchée par la guerre de 1914, comme toutes les grandes écoles et comme tous les établissements d'enseignement. Et son bilan, tel qu'il est établi dans son livre d'or, est extrêmement lourd, puisque sur une population d'environ 500 élèves et anciens élèves, il y a eu 307 mobilisés, 51 tués, 184 citations et 61 décorés. Mais je dois avouer humblement que les citations n'ont parfois qu'une valeur un petit peu aléatoire. J'en veux deux preuves. Un officier relate après la guerre qu'il a été cité au printemps 1915 sans, dit-il modestement, sans avoir rien fait d'héroïque. Et il n'a appris sa citation que 2 ans plus tard. Preuve que l'affaire ne comportait pas une importance très grande aux yeux de ses supérieurs. Et plus curieusement, Claude Cochin, qui est à la fois chartiste, lieutenant d'état-major et député, il est cité en août 1915 avec ce considérant révélateur et que je livre à vos réflexions, n'a pas usé de la latitude que lui conférait son titre de membre du Parlement pour quitter le front. Ça en dit long. Bref, 51 tués, c'est quand même 10% de l'effectif total des chartistes et environ 16,6% des mobilisés, un sur 6 pour faire court. Et pendant longtemps, les chartistes se sont flattés, bien à tort, d'être la grande école qui avait le plus pâti de la Première Guerre mondiale, en disant notre pourcentage, le rapport entre les mobilisés et les tués est inégalable et inégalé. Et en fait, c'est une erreur, car par exemple, à Normal Sup, le pourcentage de tués par rapport aux mobilisés atteint 24%, presque. Mais ce qui est une idée reçue et fausse dans l'absolu est peut-être une idée un peu plus vraie sur un plan plus relatif, dans la mesure où, sur une population au départ extrêmement réduite, environ donc 500 personnes, le niveau de perte est extrêmement ravageur. Et il contribue à expliquer les difficultés que va avoir l'école dans l'entre-deux-guerres. Des problèmes de représentativité, de lisibilité dans le paysage universitaire français, mais aussi le patrimoine français qui ne sera, et cela se comprend aussi, ne sera pas la priorité la plus urgente pour les gouvernements successifs des années 20 et des années 30. Alors, je voudrais surtout aborder un problème plus important qui se situe dans le droit fil de la journée d'aujourd'hui, c'est de me demander s'il y a une spécificité des chartistes dans leur engagement, en dehors bien sûr du patriotisme qui est commun à tous les Français de l'époque. Les chartistes ont intériorisé l'idée qu'ils avaient vocation à écrire l'histoire du sol et donc à le défendre. Et dans les lettres qu'ils ont laissées, on en a plusieurs, ils le disent souvent. Et ils sont très attentifs à la sauvegarde du patrimoine. Et notamment dans le moindre village de France aujourd'hui, où la majorité d'entre eux en tout cas, on a des archives souvent très anciennes, puisque les registres paroissiaux notamment commencent en général dans les années 1670-1680 sous Louis XIV. Et donc là où ils stationnent, où ils sont affectés pour le cantonnement, ils s'emploient à toujours protéger ces registres qui sont la mémoire vive de la commune, du village où ils sont, et à le soustraire aux bombardements ou aux incendies ou aux toutes les déprédations que l'on peut comprendre. L'école aussi proteste par la société de ses anciens élèves contre les atteintes au patrimoine, notamment contre le bombardement de la cathédrale de Reims, qui a été un ravage pour la cathédrale, et aussi pour les déprédations contre le patrimoine dans la France du Nord et la Belgique. En 1914, vous le savez, les premiers mois de la guerre, les premières semaines sont extrêmement brutales du côté allemand. Les Allemands qui se souviennent des frontières en 70 et qui les redoutent, pendant quelques semaines, vont se comporter extrêmement mal, il faut bien le dire, dans la Belgique occupée et dans le nord de la France, avec des scènes de pillage, de meurtres collectifs,
de viol, violence aux enfants et à tous aux civils. Et donc est instituée en septembre 1914 une commission en vue, je cite, de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens. Au bout de quelques semaines, quand la guerre s'annonce plus longue que prévu au départ, les officiers allemands vont reprendre en main leurs troupes. Et désormais, le comportement de l'armée allemande sera plus correct, mais il y a eu quand même quelques semaines d'un laisser-aller réel. Et donc, dès 1914, Jacques de Dampierre lance à tous les autres chartistes un appel pour recueillir des faits avérés, en précisant bien qu'il y a loin, en effet, je le cite, entre les récits plus ou moins fantaisistes des journaux, sans doute, et les observations rigoureusement exactes que seul doit enregistrer l'historien. Et donc, il s'adresse à des historiens pour obtenir des faits réellement advenus et prouvables. Et c'est ainsi qu'il publiera en 1915 un rapport qui sera d'ailleurs traduit en anglais. Donc, en quelque sorte, l'école des Chartes a eu une spécificité modeste, certes, mais néanmoins réelle. Au cours de la guerre, elle l'a payé cher, puisque, encore une fois, j'y reviens, elle va avoir de nombreuses difficultés au cours de l'entre-deux-guerres, notamment, elle va un peu manquer le tournant du renouvellement historiographique lancé par l'École des Annales. Je vous remercie. Merci professeur, et donc je passe la parole à Jean-Luc Barlet pour Centrale Supélec, mais au départ vous étiez président des anciens Supélec. Exactement. Monsieur le Président national, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les membres, les dirigeants des établissements civils décorés, Monsieur le directeur de Centrale Supélec, cher Romain, Monsieur le Président de l'Académie, cher Pierre, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer à cette table ronde du souvenir, tant nous, Association amicale d'anciens, avons un devoir de mémoire. Je suis très reconnaissant à Pierre non seulement de m'avoir invité, mais également pour ses excellents articles de septembre et décembre 2018, dédiés à nos écoles, désormais fusionnées dans Centrale Supélec, et repris dans nos revues respectives. J'étais présent avec mon camarade Jean-François Sulzer, ici présent, aux cérémonies de clôture du centenaire de l'association, le 10 octobre 2019, en l'Hôtel National des Invalides, en présence de Madame la Ministre. Cela me semble bien loin aujourd'hui, la période récente n'ayant pas été très favorable pour nous retrouver. Ces commémorations irriguent le souvenir et nous-mêmes, association d'anciens, avons l'obligation de laisser aux générations futures cette mémoire. Alors nous l'avions fait en 2019 à l'occasion des 125 ans de l'école Supélec et avec l'amicale des anciens Supélec. Et donc nous avions retranscrit ça dans une vidéo qui reprenait l'ensemble de l'histoire de l'école. Nous l'avons fait plus récemment par la préservation des archives historiques de nos associations d'ingénieurs auprès des archives nationales, lesquelles trouvent un intérêt certain aux archives de nos associations et se félicitent de les intégrer à leur fonds. Et sur ce point, je dois remercier tout particulièrement mes camarades membres du groupe Mémoire Vivante, Pierre Koutenikoff et Luc Desmoulins, qui ont été épaulés par notre groupement, les bénévoles du groupement Île-de-France, qui ont passé des journées à manipuler, trier, inventorier, classer des milliers de documents, souvent très poussiéreux, mais c'était une façon d'honorer la mémoire de nos prédécesseurs qui avaient su conserver parfois beaucoup trop et nous transmettre tous ces documents. Alors nous l'avons fait plus récemment, et vous le voyez sur ce slide, nous l'avons fait plus récemment par la publication d'un livre mémoire de Centrale Supélec, donc de l'ensemble depuis la création jusqu'aux périodes plus récentes, aux éditions du Cherche Midi. Alors je
Je les cite parce que c'est l'un de nos illustres camarades qui œuvra dans cette grande maison, Jean Brosse. Et enfin, tous les ans, vous le voyez également, nous rendons mémoire le vendredi de la semaine qui suit le 11 novembre au monument aux morts de l'Arc de Triomphe. Nos deux écoles fusionnées, Centrale et Supélec, ont reçu chacune les 2 croix de guerre. Elles ont payé un lourd tribut à la défense de la nation en 14-18 et en 39-45. Plus de 1100 élèves sont morts. Ça représente une promotion d'aujourd'hui, mais vous imaginez bien plusieurs promotions de l'époque. Si on passe à la diapositive suivante, une petite fresque murale, La Fée électricité, l'œuvre de Raoul Dufy, commandée pour le pavillon de l'électricité à l'exposition universelle de 1937, aujourd'hui au Muséum d'art moderne de Paris. Et il ne vous aura pas échappé que le dernier personnage de la fresque est le général Ferrier, X Supélec, que tu as mentionné, Pierre, tout à l'heure. Pionnier des télécommunications, il est l'homme qui sauva la Tour Eiffel en l'utilisant comme émetteur de télécommunications, remplacé plus tard par les fameuses installations de radio et de télévision, relayées par les stations des rues de Montessuie et Cognac-G qui étaient environnantes. La Tour Eiffel, il faut le rappeler, a été construite pour l'exposition universelle de 1889 à Paris par Gustave Eiffel, centralien 1855. Une exposition qui reçoit 32 000 visiteurs. La Tour Eiffel encore, au sommet de laquelle est installée dès 1889 une station d'observation météorologique par Eleuthère Mascart. Alors Eleuthère Mascart, personnage très intéressant, titulaire de la chaire de physique générale et expérimentale du Collège de France en 1872, élu membre de l'Académie des sciences en 1884, fondateur et premier directeur du Bureau central météorologique, ancêtre de Météo France. C'est pour ça d'ailleurs que Météo France était au pied de la Tour Eiffel, donc de 1878 à 1906, et créateur premier directeur en 1888 du laboratoire central d'électricité, puis en 1894 de son école d'application d'électricité, qui se situait à Paris 15e, 12 rue de Stel, donc encore une fois aux alentours de la Tour Eiffel, école qui se transformera pour devenir Supélec. Et donc tout ça boucle la boucle autour de la Tour Eiffel, créée par un centralien, sauvé par un Supélec. Comme quoi. Hein. Alors pour finir, et tu l'as évoqué, pour finir avec une note tournée vers l'avenir, je veux souligner, grâce à Romain, l'intégration réussie de notre école dans l'université Paris-Saclay comme un acteur essentiel de la transition digitale, de la transition énergétique, mais aussi des technologies nouvelles. Et là, je veux évoquer des sujets au cœur, parfois et souvent, de la défense nationale, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, avec des atouts, tu l'as souligné aussi, merci, de campus régionaux à Rennes et à Metz, qui l'ancrent résolument dans les territoires. C'est ce qu'avait voulu le général de Gaulle lors de la création de l'autoroute électronique de l'Ouest, et qui l'ancre résolument au cœur de l'Europe. Merci à tous. Bien, merci Jean-Luc, merci aux centrales Supélec présents dans la salle. Et effectivement, la citation de la guerre 14-18 montre l'apport majeur de Supélec à la radiotélégraphie. Ça, c'est dans la citation, y compris pour former même les Américains engagés en 1917. Alors, j'ai bien apprécié la référence à la Tour Eiffel, qui était au fond un symbole prémonitoire de la fusion récente entre Centrale et Supélec. Alors, au passage, quelques petites remarques sur la Tour Eiffel. Les centraliens, évidemment, étaient très présents à l'inauguration, puisqu'ils étaient actifs dans la salle des machines, sur les charpentes, sur la mécanique. Mais alors, la Tour Eiffel a aussi mis en honneur d'autres écoles. Et vous savez qu'il y a 72 noms de personnalités qui entourent la Tour Eiffel, 18 de chaque côté.
72 noms. Et là, c'est un bandeau au premier étage, c'est un peu le panthéon scientifique de l'époque. Et alors on compte, j'ai vérifié, 18 ingénieurs des ponts, 9 ingénieurs des mines, donc on a fait une belle place aux ponts et aux mines. Il y a aussi 34 polytechniciens qui ont d'ailleurs en même temps parfois été aux ponts et aux mines. Et ce classement qui était entièrement masculin, il correspond à une époque qui était largement marquée par les chemins de fer, par les grands développements et les aménagements du territoire. Et bien sûr, ce classement serait sans doute différent aujourd'hui, comprenant bien d'autres écoles et d'autres universités et d'autres technologies. Alors quand même une curiosité en passant, puisque vous avez tous tenu le temps, et donc on peut peut-être faire une petite diversion. Il ne fallait pas avoir un nom de plus de 12 lettres pour figurer dans les 72. Ce qui aurait, effectivement, ça a pénalisé Geoffroy Saint-Hilaire et Barré de Saint-Venant. Et puis ça aurait sans doute pénalisé par la suite le Prince Ringuet ou Cohen-Tanouji. Voilà en ce qui concerne la Tour Eiffel. Et maintenant, je passe bien sûr la parole à Jacques Monet qui va nous parler du lycée Sainte-Geneviève de Versailles. Ginette. Merci Pierre. Donc nous sommes très honorés d'être ici. Comme Pierre l'a souligné dans l'article qu'il a écrit, on a un peu clos le cycle d'articles qui a été consacré aux croix de guerre et valeurs militaires des écoles, puisque nous sommes un peu atypiques, n'étant qu'une école de préparation aux écoles. Sainte-Geneviève traditionnellement a produit beaucoup de Saint-Cyriens et de navals. Ça a commencé comme ça. En 1854, Sainte-Geneviève a commencé comme une école préparatoire à Saint-Cyr, Naval, Polytechnique. Puis les centraliens ont pris le train très rapidement. J'étais un peu frappé par deux dates. La création en 1854 de l'école coïncide avec la naissance de Lyautey, Monsieur le Président, de la fondation Lyautey, ici au milieu de la salle. Et puis, cette année, en janvier 2022, nous avons fêté également le 70e anniversaire du décès de Lattre de Tassigny. 4 maréchaux sont sortis des écoles de Ginette avant de faire, pour la plupart, Saint-Cyr, Lyautey, Franchet d'Espéret, Delatte de Tassigny, Leclerc de Haute-Cloque. L'école a payé un lourd tribut à toutes les guerres, et en particulier celle de 14-18 et de 39-45. En 14-18, 1 400 000 Français sont décédés, 1408 anciens de Ginette. 1 pour 1000 des décès de 14-18 était un ancien de Ginette. En 39-45, 518 anciens de Ginette. Pierre a déjà souligné dans son discours liminaire que ce sont au total 2252 anciens de Ginette qui sont morts au champ d'honneur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de les représenter dans l'association Ginette Alumni et nous accompagnons un certain nombre d'événements commémoratifs. Je ne vais en citer que 2. Là, le 11 novembre 2018, nous avons fait une très grande cérémonie qui fêtait le 100e anniversaire de l'armistice. Et puis, peu après, nous avons reçu des mains de l'association des anciens de la 2e DB le drapeau de la 2e DB. Nous sommes maintenant donc les gardiens du drapeau de la 2e DB. Le directeur de la vie étudiante ici présent, Pierre Frouin, qui lui-même est un ancien officier supérieur, assure la continuité du souvenir dans notre école, puisque toutes les semaines, nous avons un chargé du drapeau dans l'école, et toutes les semaines, on monte les couleurs et on chante la Marseillaise, au Pratzen. Le nom ne vous aura pas échappé. La place centrale de Ginette s'appelle Pratzen. Pour ceux qui connaissent la bataille d'Austerlitz, ils auront compris la référence. Nous avons eu, en 14-18, un nombre significatif
de décès d'officiers supérieurs en très grand nombre, à la fois sur terre comme sur mer. Nous restons extrêmement attachés à cette croix que nous avons reçue par décret ministériel de 1952, le 26 mai 1952, car elle représente pour nous le souvenir de tous ces anciens. Lorsque l'école a déménagé, puisqu'elle a été créée donc en 1854 sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, lorsqu'elle a déménagé à Versailles en 1913, à l'issue des séparations de l'Église et de l'État, enfin, vous connaissez l'histoire, nous avons déménagé les plaques commémoratives à Ginette. Et il se trouve que cette année est particulièrement importante là-dessus, parce que ces plaques, malheureusement, commencent à fléchir. Et un certain nombre d'entre elles étant devenues dangereuses, elles tombent et on les a remplacées pour l'instant provisoirement par des bâches qui reprennent tous les noms. Enfin, pas tous, parce que vous comprendrez que 2252, ils ne sont pas tous listés. Donc pour ceux de 14-18 et de 39-45, on les a enchâssés dans un livre d'or qui est dans le monument aux morts, au centre du Prat-de-Seine. Cependant, ce souvenir est extrêmement prégnant et nous voulons le perpétuer. Donc nous sommes en train d'évaluer, avec le souvenir français, qui nous aide un peu techniquement dans l'évaluation des possibles, si j'ose dire, d'évaluer comment renouveler ces plaques. On a envisagé un certain nombre de choses et on est dans une phase finale d'appel d'offres pour renouveler ces plaques. Parce que c'est beaucoup de marbre, beaucoup de surface, et il ne nous a pas échappé que c'est un petit problème. Cette petite boutade, Pierre, hein, tu ne m'en voudras pas, s'il te plaît, dans le conseil d'administration de clôture de l'année, la semaine dernière, il y avait une ligne qui parlait investissement de renouvellement des plaques. Et il y avait en face 0 pour Sainte-Geneviève, parce qu'ils m'ont fait la passe très obligeamment pour que ce soit les anciens qui payent, bien sûr. Mais nous le ferons avec un grand plaisir, bien évidemment. En 2000, peu après la commémoration pour la commémoration de 2018, pardonnez-moi, pour la commémoration de 2018, nous avions demandé à des élèves de la promotion 2019-2020 d'écrire l'histoire de 14 oubliés, des anciens de chez nous qui ne sont pas parmi les très célèbres listés sur les plaques. Et ils ont écrit 14 chemins d'honneur de 14 oubliés, qui sont maintenant dans Sainte-Geneviève, dans le grand hall d'entrée, 14 photos, itinéraires, histoires d'anciens qui se sont illustrés au combat. Et ceci est quand même extrêmement important. Je vais terminer peut-être par une toute petite remarque. J'ai fait 40 ans dans l'industrie automobile et j'étais entouré de gazards et de centraliens essentiellement. Les polytechniciens, les mineurs et les corpsards sont venus un peu plus tard dans notre industrie. Nous les respectons beaucoup, infiniment bien sûr. À Ginette, chaque année, sortent 400 environ. À Ginette, il y a 875 élèves, tout simplement parce qu'il y a 875 lits et que c'est une pension. Donc on ne peut pas aller au-delà. À peu près 425 par promo, puis ensuite, évidemment, quelques 5,5, comme vous connaissez. Et dans les 400 et quelques, donc 450 élèves qui sortent de Ginette chaque année, il y a quand même une petite centaine de polytechniciens. Nous fournissons le quart de la promotion de l'X. Et je vais, tout en essayant d'oublier personne, ne pas oublier que c'est également un très gros pourvoyeur de gazards, de centraliens, d'HEC, parce que nous avons maintenant diversifié depuis nos origines en 1854. Nous avons maintenant des formations non seulement d'ingénieurs, mais d'agro, enfin de PCBST, et puis d'épices, les HEC, ESSEC et autres écoles de commerce. Un dernier petit détail, nous avons accueilli notre première fille, non pas en 1963, mais en 1969. J'ai fait mon entrée dans Ginette en 1969. Il a fallu adapter un peu le bizutage pour Elisabeth, parce que c'était la première et l'unique
unique. Quel courage! C'était une agrelle, comme on les appelle, c'était la préparation agro. Pour le bizutage, elle a dû amener une vache dans le centre du Pratzen, qu'elle est allée chercher à la ferme de Galie, et on a admiré son courage. Un bâtiment de l'école porte son nom en souvenir. Voilà, j'en ai à peu près terminé. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait citer. Parmi les plus grands anciens, je voudrais quand même ne pas oublier de citer Savognan de Brazza, Fulgence Bienvenue, le métro, Lyautey, Franchet d'Espéret, Charles de Foucault, Delatte de Tassigny, de Bournazel, Leclerc de Hautecloque, Yves du Manoir, Alain de Boissieu, Albert Jacquard, Jean-François Degnaud, Bernard Fresson et bien d'autres encore. Il se trouve que dans les boîtes à lettres des anciens Ginette de la semaine dernière, il y avait notre numéro de juin. Nous avons un numéro de décembre, un numéro de juin de la revue Servir. Et j'aurais bien voulu, du fait des 70 ans du décès de Delattre, mettre la photo de Delattre, mais manque de chance, il a été battu par un autre ancien qui a été honoré le 15 mai 2022 en devenant Saint Charles de Foucault à Saint-Pierre-de-Rome. Voilà. Mais Delattre est quand même en page 50 pour quelques pages dans les parcours d'anciens. Voilà. J'en ai terminé, mais je me tiens à votre disposition pour plus de détails.